Il est 19h, bienvenue dans cette édition d'information de Niata TV. Le ministre du Développement rural a visité les aménagements de la plaine de Lofigué à Kadjolo. Un groupe de partis politiques rejette le projet de loi électorale adopté par le gouvernement à travers le Conseil des ministres du mercredi dernier. Au Burkina Faso, une journée sous tension à Ouagadougou lors d'une manifestation contre le pouvoir du président Rocco Marco Christian Kaboré. Le ministre du Développement rural Modibo Keïta a visité la semaine dernière la plaine de Lofigué aménagée en 2016 dans le cadre du programme national d'irrigation de proximité financé par GDM, l'Union européenne et la République fédérale d'Allemagne à travers la KfW. Ce projet a été exécuté pour un coût total de 565,841 millions de francs CFA. Abdou Ouattara pour plus de détails. Les travaux de construction ont débuté en mai 2016 et la réception définitive a eu lieu le 16 août 2018. La population de Lofigué a contribué par sa participation physique à travers la mobilisation des matériaux, moellons, sable, gravier et une contribution financière de 750 000 francs CFA. L'ouvrage ainsi réalisé est un barrage dont les objectifs visés sont l'alimentation de la nappe phréatique, le maraîchage, la riziculture et la pêche. Les populations bénéficiaires du projet sont estimées à 9 156 personnes, dont 4 850 des femmes et 4304 hommes. Ce barrage est un ouvrage de submersion contrôlé à partir de digues et ouvrages de régulation d'eau. Il a permis l'aménagement de 302 hectares. La mise en valeur de cette plaine a permis la relance des activités agricoles, notamment la riziculture, le maraîchage de contre-saison. Grâce au projet, un magasin de stockage d'une capacité de 100 tonnes a été construit. Dans le cadre du renforcement des capacités, le programme IPRO Irrigar Sikasso a initié des formations sur l'élaboration du plan de campagne, les techniques d'herbicidage du riz, le labour et semis en ligne, les techniques d'épandage d'engrais. Après avoir visité la plaine, le ministre Modibo Keïta a exprimé toute sa satisfaction pour la qualité de la réalisation de cet ouvrage qui contribuera à assurer d'une part l'autosuffisance alimentaire des populations et d'autre part à améliorer le revenu des populations du village de Lofigué à travers les activités de pêche, d'élevage et de maraîchage. Le président de la coopération des riziculteurs de la zone, Tena Dambélé, a pris l'engagement d'œuvrer pour l'entretien des infrastructures au bénéfice de toute la population. Le directeur national du génie rural Agatan Ak Alassane et le directeur national de l'agriculture Omar Tamboura, qui accompagnaient les ministres, ont demandé la cohésion et l'entente de tous les producteurs pour une exploitation judicieuse de la plaine. Dans un communiqué publié ce vendredi 26 novembre, le cadre d'échange des partis et regroupements de partis politiques pour une transition réussie au Mali rejette le projet de nouvelle loi électorale adopté par le gouvernement à travers le Conseil des ministres du mercredi dernier. Suivons les commentaires. En effet, la coalition de partis politiques souligne avoir appris le mercredi 24 novembre 2021 à travers le communiqué du Conseil des ministres l'adoption d'un projet de loi portant loi électorale sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles. Selon le communiqué, le dit projet de loi serait le résultat d'une démarche consensuelle inclusive à travers une série de concertations avec les acteurs des partis et regroupements de partis politiques de la société civile. En outre, le communiqué annonce que la nouvelle loi apporte des innovations relatives entre autres aux circonscriptions électorales de référence pour les élections législatives, au mode de scrutin et autres, rappelle le document. En conséquence, le cadre d'échange des partis et regroupements de partis politiques pour une transition réussie au Mali estime que le processus unilatéral d'adoption par le gouvernement de cette nouvelle loi n'a été ni consensuel ni inclusif
législatif ni participatif tel que prôné à maintes reprises par le président de la transition. À cet effet, le groupement politique dénonce la non prise en compte des préoccupations justes de la classe politique de la mise en l'écart du ministère de l'administration territoriale de la décentralisation chargé des questions électorales suivant le décret numéro 2021-0474/PTRM du 26 juillet 2021 fixant les attributions spécifiques des membres du gouvernement à son article 5. En revanche, le cadre d'échange reconnaît que l'organe unique de gestion des élections est certes un souhait de la classe politique et de la société civile, mais dans des conditions bien différentes de celles envisagées par le gouvernement de la transition. Toutefois, il rappelle que le temps imparti pour le reste de la transition est largement insuffisant pour la mise en place d'un tel organe et son opérationnalisation aux fins d'assurer son indépendance et sa transparence, affirmant que la fixation des circonscriptions électorales régions et districts de Bamako pour les élections législatives n'a pas fait l'objet d'accord au sein de la classe politique et qu'il en est de même que le mode de scrutin. En conséquence, le cadre d'échange des politiques affirme ne pas se reconnaître dans le projet de loi électorale ainsi adopté. À ce propos, le regroupement politique invite les autorités de la transition à œuvrer dans le sens du consensus, de l'inclusivité et de la neutralité du gouvernement, à se conformer à l'avant-projet de loi validé par l'ensemble de la classe politique de la société civile en concertation avec le MATD à l'issue de l'atelier de réflexion sur la mise en place de l'organe unique de gestion des élections pour les échanges électoraux de la transition tenu le 29 et 30 juin 2021, mais aussi à respecter les dispositions de l'article D, alinéa 1 du protocole ASP1 1201 de la CEDEAO sur la démocratie et de la bonne gouvernance, additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité qui stipule qu'aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les 6 mois précédant les élections sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques. À noter que le communiqué est signé par les présidents des partis et regroupements de partis politiques, à savoir EPM, Espérance Nouvelle Djiki-Yakura, ARP, ASMA CFP, ILMA, RDS, Morema, ADRP, ICAP. Le directeur de cabinet du gouverneur de la région de Mopti, Kantara Diawara, a présidé le 18 novembre dernier dans les locaux de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie les travaux de l'atelier de restitution et de validation de l'étude des capacités administratives les régions de Mopti, Bandiagara et Douanza. La cérémonie d'ouverture de la rencontre a enregistré la présence des représentants des gouverneurs des régions de Bandiagara, Douanza, le conseiller du plan de sécurisation intégré des régions du centre auprès du gouverneur Samba Sissé, le coordinateur régional du programme Jeunesse et Stabilisation dans les régions du centre Djimali, Ousmano Kouyaté. Abdou Ouattara. Initiée par les PESIR en partenariat avec les projets, cette prospection vise à mettre à la disposition des décideurs étatiques une étude sur les capacités techniques et administratives réelles et actuelles des services déconcentrés de l'État, gouvernorat, préfecture et sous-préfecture. C'est dans l'exercice de leur mission de pilote des initiatives de paix et de sécurité, des stratégies et programmes de développement, en particulier dans le cadre de la planification des aménagements hydro-agricoles, de la santé, de l'éducation et de la bonne gouvernance. Le coordinateur régional du projet a fait un rappel succinct des réalisations du projet malgré le contexte sécuritaire difficile. Le programme, dans sa phase de démarrage, a-t-il indiqué à développer 3 projets d'adduction d'eau dans les cercles de Badiangara et 6 projets d'AGR au profit de 6 groupements de femmes, dont 5 à Badiangara et 1 à Bankas. Dans le cadre de la phase dite de croisière, le programme a à son actif 65 projets de développement et réceptionné la formation, l'équipement et l'installation de 400 jeunes dans différents corps de métiers, les travaux de sécurisement de 3 mares et 40 infrastructures d'eau en cours dans les différentes localités. Pour Ousmane Kouyaté, cette étude est d'une importance capitale car la mise en œuvre de ces résultats permettra de consolider les acquis et la mise à l'échelle des actions de développement et de stabilisation. Le représentant de la délégation de l'Union européenne, Samba Sissé, a indiqué qu'au-delà des domaines de la formation professionnelle, la santé et
l'éducation, la sécurité alimentaire que l'Union européenne intervient dans la sécurité et sur des approches intégrées comme les pôles sécurisés de développement et de gouvernance. Selon lui, l'étude diagnostique permet non seulement de bien cadrer les futurs appuis en faveur des PSDG, mais aussi d'aider l'État malien à intervenir dans le cadre du pilier 3 de la coalition Sahel, c'est-à-dire le retour de l'État, la fourniture des services de qualité aux populations et de relever les défis de la gestion de la crise du centre. L'analyse des situations de l'étude fait ressortir un gap important au niveau de la fourniture et de l'organigramme des administrations dans les 3 régions avec 235 agents pour une prévision de 1455. L'étude a aussi constaté une faible présence des forces de sécurité et de défense à la base, l'insuffisance des infrastructures, d'équipements et des moyens logistiques. Cette situation est exacerbée par les déplacements massifs des populations. Un convoi militaire français se rendant à Gao au Mali, déjà bloqué plusieurs jours par les manifestants au Burkina Faso, a de nouveau fait l'objet de contestations ce samedi à Tera, dans l'ouest du Niger. Suivons les commentaires. Ces heures ont fait 3 morts et 18 blessés, dont 4 évacués sur Niamey, a affirmé le maire de la ville, Ama Mamadou, qui était dans la capitale au moment des manifestations contre le passage du convoi militaire français. L'état-major français n'était pas en mesure de confirmer ce bilan à ce stade et tendait de faire la lumière sur des chiffres avec des autorités nigériennes. Par ailleurs, aucun soldat français n'a été blessé, mais 2 conducteurs civils du convoi ont été blessés par des pierres et des camions civils endommagés, a précisé à l'AFP son porte-parole, le colonel Pascal Lani. Le convoi s'est arrêté vendredi soir à Tera, selon le porte-parole. Samedi matin, quand ils ont voulu reprendre leur progression vers Niamey, à 200 km de là, ils ont été arrêtés par un millier de manifestants et un groupe violent parmi eux a tenté de s'emparer des camions, a-t-il affirmé. Les gendarmes nigériens et les soldats français ont effectué des tirs de sommation, a poursuivi le porte-parole français. Le convoi a finalement pu quitter Tera à la mi-journée et reprendre sa progression vers Niamey. Les critiques à l'égard de la présence militaire française se multiplient au Niger, au Mali et au Burkina Faso. À son entrée en territoire burkinabé, la semaine dernière, le convoi avait d'abord été ralenti dans sa progression par des manifestants à Bobo-Dioulasso, dans la capitale Ouagadougou, puis à Kaya, à une centaine de kilomètres au nord-est de la capitale. 4 manifestants avaient été blessés par balle dans les circonstances indéterminées. Plusieurs manifestants accusaient les soldats français de transporter des armes pour les groupes djihadistes qui terrorisent depuis des années plusieurs pays du Sahel. Place maintenant à l'actualité internationale. Au Burkina Faso, la situation a été très tendue dans la capitale. Ce samedi 27 novembre, les forces de sécurité ont dispersé dans la matinée un rassemblement interdit des manifestants qui réclamaient la démission du président Roch Marc Christian Kabore, qu'ils jugent incapable d'enrayer la spirale de la violence terroriste qui endeuille régulièrement le pays. Le face-à-face entre manifestants et forces de l'ordre a duré plusieurs heures autour de la mairie centrale de Ouagadougou. Les manifestants qui accusent le maire d'avoir requis les forces de sécurité pour empêcher leur regroupement étaient déterminés à incendier les locaux de la mairie. Toutes leurs tentatives de s'approcher et les divises ont été repoussées à coups de gaz lacrymogène. Dans les ruelles autour de la place de la Nation du siège du FESPACO jusqu'à la place des Nations Unies, des barricades ont été érigées et des pneus incendiés. Dans les quartiers Patte d'Oie, un peu plus au sud, plusieurs barricades ont été dressées et on a assisté également à des courses-poursuites entre manifestants et forces de sécurité. Certains manifestants ont tenté de saccager l'immeuble qui a abrité le quartier général de la campagne du président Roch Marc Christian Kabore durant l'élection présidentielle de novembre 2020. Les forces armées ougadaises autorisées à pénétrer dans les territoires de l'Est de la République démocratique du Congo. Le président congolais Félix Tshisekedi a accepté la demande formulée par son homologue ougandais Yoweri Museveni. L'objectif est notamment de poursuivre le groupe armé ADF qui sévit dans la zone. Mais au regard de l'histoire récente entre les 2 pays, c'est une décision sensible qui n'a pas encore été annoncée officiellement par les 2 chefs d'État.
Au Soudan, le Premier ministre a annoncé samedi 27 novembre avoir limogé le chef de la police et son adjoint après une sanglante répression qui a fait 42 morts et des centaines de blessés depuis le coup d'État du 25 octobre. Pour l'opposition au putsch, la mesure est insuffisante car la répression a également été menée par différentes milices armées, notamment par les forces de soutien rapide ainsi que par les services de renseignement. Conformément à l'accord signé la semaine dernière entre Abdallah Hamdok, de retour à son poste, et le général Al-Burhan, plusieurs prisonniers politiques ont été libérés après un mois de détention, alors que des centaines d'autres sont toujours détenus dans des lieux inconnus. L'opposition dénote un jet de dupes. Plusieurs représentants des partis politiques d'anciens ministres en détention pendant 4 semaines, ainsi qu'une centaine de militants des comités de résistance détenus à la prison de Soba dans la capitale ont retrouvé la lumière du jour. Au Tchad, les cas de violence physique et sexuelle faites aux femmes sont rapportés quotidiennement dans la presse ces dernières semaines. Une recrudescence notamment de viols sur les fillettes avait obligé le président de la transition Mahamadou Idriss Déby à sortir de son silence fin d'octobre et à déclarer que justice soit rendue aux victimes. Pendant ces 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, des associations organisent des actions pour faire passer des messages, notamment dans les lycées. Ceci met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Nyata TV.